Bienvenue dans Écho de réflexion. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon objectif est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, car je suis convaincue que le lien est le meilleur antidépresseur qui soit. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche plus de personnes qu'on ne l'imagine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations nous épuisent plus qu'elles ne nous nourrissent ? Pourquoi nous avons parfois du mal à poser des limites, à dire non, à exister sans être défini par l'autre. La dépendance affective, c'est cette impression que notre bien-être, notre équilibre émotionnel repose essentiellement sur la présence, sur l'amour ou sur l'attention de l'autre. Elle peut prendre des formes subtiles ou être plus envahissante. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque nous souffrons de dépendance affective, celle-ci a souvent un impact sur notre manière de vivre nos relations et certainement nos relations amoureuses. Mais ce n'est pas une fatalité car comme pour toute dynamique relationnelle qui nous fait souffrir, l'idée ici n'est pas de poser des étiquettes figées, donc de stigmatiser, mais plutôt de questionner, d'explorer ce qui nous habite pour comprendre et envisager d'autres manières d'être en lien. Quand on souffre de dépendance affective, ça ne vient pas comme ça de nulle part. Très souvent, elle se façonne au fil du temps et elle va être influencée par nos expériences passées, par la manière dont nous avons été aimés ou non, la manière dont nous avons été écoutés ou non, ou reconnus tout simplement, ou non. Nos premières relations, notamment celles que nous avons vécues dans l'enfance, jouent évidemment un rôle central dans notre façon d'aimer à l'âge adulte. J'avais d'ailleurs déjà fait une capsule sur l'influence de nos liens d'attachement sur nos relations amoureuses que vous pouvez évidemment réécouter pour approfondir ce sujet. Certaines personnes donc ont grandi en recevant un amour sécurisant, un amour qui leur a permis d'intégrer qu'elles avaient de la valeur, qu'elles méritaient d'être aimées sans condition. Par contre, d'autres ont pu expérimenter des manques, que ce soit un parent distant, une affection irrégulière, des émotions qui n'étaient pas nécessairement accueillies. Bref, autant d'expériences qui peuvent amener plus tard une certaine peur de l'abandon ou un sentiment d'insécurité dans la relation. Alors, ça ne signifie pas que nous sommes condamnés à répéter un schéma ou à rester enfermés dans une dépendance affective, mais ça signifie simplement que notre manière d'aimer peut être influencée par notre histoire et que la comprendre peut nous aider à évoluer. La dépendance affective ne se manifeste pas nécessairement de la même manière chez tout le monde. Chez certaines personnes, on va voir qu'elles ne vont pas supporter la distance avec l'autre, avec l'être aimé. Elles vont avoir un besoin constant de présence, d'être validées, un besoin constant aussi d'avoir des preuves d'amour. Et l'absence de l'autre est vécue comme un abandon et va créer vraiment une espèce de vide énorme, immense. Chez d'autres personnes, à l'inverse, par le fait même d'avoir peur de souffrir ou d'être rejetées, elles peuvent développer une espèce d'apparente indépendance, voire extrême. Donc elles vont éviter de trop s'attacher, elles vont fuir les engagements et elles vont minimiser leurs besoins affectifs. Mais sous cette carapace, il y a très souvent une grande peur de l'abandon. On peut aussi avoir des formes de dépendance sous forme de dépendance de sauveur. Et donc ici, la personne qui va se sentir exister, elle va surtout se sentir exister en prenant soin de l'autre de manière assez excessive et parfois au détriment d'elle-même. Elle pense que si elle donne assez, voire toujours plus, elle finira par être aimée en retour. Ou pour le dire autrement, si elle ne donne pas assez, elle ne peut pas être aimée en retour. On peut également avoir des personnes qui vont avoir tendance à se positionner en tant que victime en recherchant la compassion, l'attention des autres, et elles peuvent s'accrocher parfois à des relations qui sont extrêmement toxiques, mais si elles s'y accrochent, c'est vraiment par la peur d'être rejetée et de se retrouver finalement seule avec elle-même. Et dans tous ces cas de figure, ce n'est pas nécessairement l'amour qui est en cause, mais finalement le rapport déséquilibré
qu'on va entretenir avec l'autre et avec soi-même. Prenons l'exemple de Marc et Marie. Marie souffre d'une dépendance et Marc, lui, est beaucoup plus distant et il arrive à nommer facilement son besoin de recourir à de l'espace en dehors de Marie. Alors quand tout va bien, Marie, elle se sent en sécurité, mais dès que Marc semble préoccupé, moins disponible ou simplement qu'il a besoin d'un moment pour lui, Marie va ressentir une angoisse très profonde. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va alors chercher des preuves d'amour. Elle va aller chercher, voire réclamer des mots rassurants, des attentions. Et plus elle va réclamer, plus Marc va ressentir comme de la pression et va avoir besoin et prendre de la distance puisqu'il a besoin d'avoir son espace personnel. Résultat, eh bien, il y a une espèce de cercle vicieux qui va se mettre en place puisque au plus Marie va réclamer de l'attention, plus Marc va se fermer, plus Marc va se fermer, plus Marie va paniquer, jusqu'à ce que l'un des deux finisse par craquer et mettre un terme à la relation. Et cette rupture va être vécue, surtout pour Marie, d'une manière comme si son monde allait s'écrouler et ça va venir raviver chez elle la douleur de la relation qui va réouvrir d'autres blessures beaucoup plus anciennes. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir d'une dépendance affective? Alors, on fonctionne tous différemment dans nos réactions, donc l'idée n'est pas de juger, mais d'observer nos dynamiques pour voir si oui ou non elles nous font souffrir. Donc, se questionner, s'observer sans culpabiliser. Ensuite, se recentrer sur soi-même en apprenant à se connaître en dehors du couple. Qui suis-je quand je ne suis pas en train d'aimer? Qu'est-ce qui me fait du bien en dehors de mon couple? Est-ce que j'ai des envies indépendamment de l'autre? Alors, développer son autonomie émotionnelle, tout ça, évidemment, va dans le même sens. Donc, c'est de trouver des sources de bien-être qui ne dépendent pas uniquement de l'autre. Donc, s'entourer d'autres amitiés. On peut avoir nos amis, nos propres amis, pas uniquement nos amis de couple. Et donc, explorer aussi des nouvelles activités. Travailler sur ses peurs en les observant sans les laisser diriger nos choix. Parce que nos réactions sont très souvent guidées par des blessures anciennes et pas nécessairement par la réalité du moment. Que me dit cette peur de l'abandon? Depuis quand est-ce que je me souviens avoir eu peur d'être abandonnée? Mettre en place des relations plus équilibrées parce que l'amour ne devrait pas être un combat pour obtenir de l'attention de l'autre. Si je suis dans une relation saine, eh bien, c'est une relation où chacun des deux partenaires peut être pleinement lui-même. Une relation saine et fonctionnelle ne nous demande pas de nous sacrifier. Explorer ces schémas relationnels. Pourquoi, si je retombe systématiquement dans le même type de relation, quelle blessure essaye-t-elle d'apaiser? Accepter que l'autre ne comble pas tous nos manques, construire donc, vous l'aurez compris, un lien équilibré. Et évidemment, la solitude fait peur. Donc traverser la peur de la solitude, parce que pour beaucoup de personnes, la solitude résonne comme une coupure du lien avec l'autre. Et pourtant, être bien avec soi-même, c'est vraiment une clé fondamentale pour sortir d'une dépendance affective et construire des relations beaucoup plus équilibrées. La peur de la solitude peut avoir plusieurs origines parce que ça peut être que depuis l'enfance, finalement, nous avons été bercés par l'idée que le bonheur passe par l'amour, par la famille, par le couple. Moi, j'entends souvent des personnes qui me disent qu'elles ressentent une pression sociale. Tiens, tu es célibataire, comment ça se fait à 40 ans, comme si ce n'était pas normal. On a intégré l'idée qu'être seul, eh bien, c'est un peu comme être incomplet. On peut aussi avoir peur de la solitude par manque d'habitude, parce que quand on a toujours vécu en couple ou dans des relations enchevêtrées, la solitude, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. L'inconnu, ça peut générer une certaine forme d'anxiété simplement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. La solitude peut aussi réveiller des peurs beaucoup plus anciennes, notamment celle de l'abandon, parce que si dans l'enfance, on a ressenti un manque de présence, une insécurité affective, un rejet, être seul à l'âge adulte peut venir raviver, réactiver ce sentiment d'insécurité. Parfois aussi,
ce n'est pas vraiment la solitude qui nous fait peur, mais c'est ce qu'elle va venir nous révéler. Parce que quand on est seul, on a beaucoup plus de distractions, plus d'échappatoires. Et donc nos pensées, nos doutes, nos craintes prennent de la place. La solitude devient alors une espèce de miroir dans lequel on peut être confronté bien à soi-même. Et tout le monde n'a pas nécessairement envie de regarder ce reflet. Sortir de la peur de la solitude, c'est pas la combattre, c'est apprendre à l'apprivoiser et à changer notre regard sur cette solitude. S'ancrer dans le moment présent. Lorsqu'on a peur de la solitude, on a un regard tourné vers le futur. Et si je restais seule pour toujours? Qui voudrait de moi? Or, dans l'instant présent, eh bien, on a souvent tout ce dont on a besoin. Apprendre à savourer le moment, à ralentir, à profiter de ce qui est là, sans projeter une absence future, eh bien, ça peut nous aider à apprivoiser cette peur. C'est aussi très important de découvrir, et je viens de le dire il y a un instant, ce qui nous nourrit en dehors de la relation amoureuse. Voyager seul, pourquoi pas? Il y a de plus en plus de sites. Je voyais un site l'autre jour sur Facebook, voyager seul en sac à dos. Eh bien, expérimenter tout cela, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et donc du coup à rendre cette solitude beaucoup plus douce. Lorsqu'on est seul, eh bien, il arrive que notre mental tourne en boucle avec des espèces de cognitions négatives, des pensées négatives sur soi-même. Tiens, pourquoi je suis seule? Personne ne veut de moi. Je ne suis pas assez bien. Donc, apprenez à remplacer ces pensées par un dialogue intérieur plutôt bienveillant, en vous parlant avec douceur, comme vous le feriez avec une amie. Ça aussi, je crois que c'est une clé pour traverser cette période de manière beaucoup plus sereine. Plus on est bien avec nous-mêmes, et bien plus nos relations avec les autres vont devenir plus riches et plus authentiques. Parce que si on n'a plus besoin de l'autre pour combler un vide, eh bien on peut alors choisir nos relations avec beaucoup plus de liberté, apprendre à être seul. Vous l'aurez compris, ça ne signifie pas se couper des autres. D'expérimenter par exemple une soirée seule, sans écran, juste sans écran, partir un week-end seul, aller au restaurant seul, simplement pour voir comment vous vous sentez. Toutes ces expériences peuvent vous montrer que souvent, eh bien, la solitude, ça peut être un espace de découverte et finalement d'autonomie, de liberté. C'est se donner la chance de se rencontrer vraiment. Donc c'est un apprentissage, certes parfois inconfortable, mais qui ouvre un espace où vous pouvez être pleinement vous, sans chercher à être défini uniquement par la relation à l'autre. Parfois, malgré toutes ces pistes que je viens d'évoquer, eh bien, on peut avoir l'impression de ne pas y arriver seul, justement. Parfois, ces schémas sont profondément, tellement ancrés qu'ils peuvent être difficiles à déconstruire sans un regard extérieur bienveillant. Évidemment, je vous encourage, si tel est le cas, afin d'éviter de tourner en rond dans des dynamiques qui vous pèsent, eh bien, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans le cadre d'un travail thérapeutique. Si ce sujet vous parle et que vous souhaitez approfondir la réflexion, je vous recommande le livre de Boris Cyrulnik, qui en a écrit beaucoup, mais dans ce cas-ci, ce sera Les vilains petits canards. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Écho de réflexion et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ce podcast, partager vos réflexions ou à m'écrire à ridzikate3@gmail.com. Simplement, vous pouvez aussi partager votre expérience pour nourrir nos liens, car ce sont eux qui, jour après jour, nourrissent notre humanité. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.